En fait, il nous a semblé important de se plonger directement dans l'actualité de Daniel Buren. Je peux vous dire la dernière pièce qu'il a réalisée à Marseille, dans ce bâtiment de Le Corbusier, le Fada. On l'appelait le Fada à Marseille. Donc maintenant, il y a deux Fadas à Marseille. Il y a Daniel Buren et Le Corbusier. C'est un bon voisinage. Et on espère attirer beaucoup de Fadas ici. Il y en a pas mal déjà à Biarritz, mais il peut y en avoir d'autres. Donc c'est un court film de 7 minutes qui a été réalisé par un membre d'artistes associés, qui a été intervenu aussi à l'école supérieure d'art, qui s'appelle Julien Gourbex. En fait, c'est très important de toute façon si vous sentiez la puissance physique et visuelle des œuvres de Daniel Buren. Je crois que voilà. Donc 7 minutes.
Cher Daniel Buren, vous êtes depuis le milieu des années 60 un artiste aux aguets, fortement vivant, extrêmement vigilant et redoutablement exigeant. Vous avez cette capacité d'éveil qui ne s'interrompt jamais, qui ne cesse jamais de s'accomplir, donc toujours active, avec la totalité des ressources qu'elle contient, mais aussi avec toute l'amplitude nécessaire à son intensité. Vous nous amenez à faire place nette, à voir autrement, différemment, et à nous débarrasser de tout ce qui nous encombrait inutilement. Vous nous confrontez à un point de rupture avec la vision traditionnelle, une rupture avec la représentation, la réduction, l'agrandissement, l'intérêt pour l'œuvre considérée en elle-même. Cette rupture commence par le choix de ce tissu rayé, formé de bandes égales, alternativement blanches et colorées. Vous le transformez en outil visuel et le déployez dans l'espace comme moyen de révélation, voire de critique. Vous exécutez vos travaux in situ, c'est-à-dire dans les lieux mêmes où ils doivent prendre place. Votre apport majeur est d'avoir inversé la relation de l'œuvre que l'œuvre entretient avec le lieu d'exposition. L'œuvre doit prendre en considération son lieu de présentation, dans et pour lequel elle est réalisée, et où, dans lequel elle s'inscrit et se rejoue selon des règles établies. Vous élargissez notre champ visuel en transgressant les limites allouées aux pratiques artistiques et en étendant les possibilités d'activation de l'art à des lieux et des domaines que nous pensions inaccessibles. Vous nous donnez une présence, une existence et une mobilité qui nous permettent d'entrer en étroite relation avec l'œuvre et son espace. Vous sollicitez notre regard, notre déambulation, comme indispensable à une expérimentation qui se prête à toutes les incursions. Et ainsi, vous nous multipliez nos points de vue. Vous nous ouvrez à des qualités multiples de lumière, de couleurs, de son, de circulation, de reflets, de climat, de paysage, que vous combinez dans des dialogues pluriels et sensoriels. Vous n'avancez jamais en ligne droite. Vous ne répétez jamais une même idée, ou alors c'est volontairement et pour lui faire produire autre chose. Vous apportez d'autres résonances, d'autres disponibilités à la peinture, la sculpture et l'architecture qui s'éclairent mutuellement et même s'approfondissent avec une agilité imprévue. Vous surprenez tout en persistant à distribuer les mêmes cartes parce que vous savez ouvrir votre jeu pour en prolonger les élans et les secousses, les enjeux et les audaces. Le chemin que vous nous invitez à suivre est celui qui conduit au dépassement de toute définition, de toute connotation précise. Il nous force à aller plus loin que les idées solidifiées et les interprétations contraintes par un mouvement qui, se dégageant constamment des déterminations, se donne une infinie liberté où votre pensée reprend continuellement force et vie, avec fermeté et obstination, au plus vif d'une interrogation que nous souhaitons sans fin. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes vraiment très nombreux, c'est impressionnant. Je vais donc essayer de vous montrer. C'est très difficile parce qu'avec le temps qui passe, et dans la mesure où je travaille quand même beaucoup, je ne sais plus très bien quoi choisir pour montrer et je ne sais pas non plus ce que vous connaissez déjà. Donc, c'est un petit peu à la fois hétéroclite, un peu parsemé dans le temps, quelques pièces assez anciennes et ensuite des choses plutôt récentes faites dans les 6-7 derniers mois. Alors,
on commence avec des choses qui ne sont pas les premiers travaux que j'ai pu faire, mais qui sont quand même dans un début sérieux qui, d'une certaine façon, m'a fait découvrir pas mal de choses qui sont encore aujourd'hui non seulement celles qui m'intéressent, mais en plus une voie ouverte que je n'ai pas encore quittée, à savoir le moment où j'ai décidé de quitter l'idée même d'avoir un atelier et de travailler directement où je pouvais, en dehors d'un lieu fixe. Donc les premières expériences de cet ordre se sont faites dans Paris. J'ai transformé ce qui était plus ou moins mon matériau de base, qui était un tissu rayé depuis déjà 2 ans, et j'ai simplement imprimé des bandes qui ressemblaient, à s'y méprendre, à la même taille, égale à ces tissus rayés, mais bien sûr dont la possibilité d'usage était complètement nouvelle et complètement différente. Donc, la façon de pouvoir travailler quand on n'a plus d'atelier posait tout de suite quelques problèmes, même si lorsque j'ai commencé, je n'avais aucune idée de savoir si c'était une chose qui allait durer 6 mois, 2 ans, comment j'allais pouvoir me sortir de ça. Et j'aurais certainement jamais imaginé que plus de 45 ans plus tard, je n'avais toujours pas d'atelier. Donc à Paris, et encore plus à cette époque qu'aujourd'hui, les murs de la ville étaient très souvent utilisés pour des affichages, pour des slogans politiques, des manifestations. Et l'une des choses qui est d'ailleurs dans la culture parisienne était de coller des affiches. On le voit un peu moins aujourd'hui, et lorsque ce sont des choses sauvages, on a vu apparaître quelques années plus tard des choses qui, sur le plan même du travail qui se fait, sont très, disons, similaires dans l'activité, en tout cas, sinon dans le résultat, qui sont, en fin de compte, les graffitis que l'on voit sur les murs à peu près partout dans le monde aujourd'hui. Donc, très vite, quelques photographies de ces choses recouvertes. Donc, tout ce qui pouvait se présenter, les murs, les affiches publicitaires, tout ça, bien sûr, sans aucune autorisation, hein. Et j'ai fait ça pendant pas mal de temps, dans Paris, très très souvent à partir de la fin 67. Là, vous voyez, nous sommes pour les gens qui peuvent lire et se rappeler, là on est juste avant les événements de 68, et on a les premières affiches qui ont déclenché ou faisaient des appels pour ce qui est devenu le mai 68. Donc, certes, les tout premiers sont faits à la va-vite, sont faits selon les dispositions et la rapidité. C'est fait la nuit, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'on était bien plus tranquille le jour. Donc ensuite, j'ai toujours fait ça le jour. Cette photo est amusante parce qu'elle recouvre en partie la première affiche des événements de mai 68, qui était l'appel du mois de mars à Nanterre. À ce sujet-là, et là on entre tout de suite dans quelque chose qui est toujours permanent, même si mon travail, je pense, a pas mal changé depuis cette époque-là, c'est que les niveaux de lecture sont... il faut comprendre qu'un travail, c'est sans doute vrai en général, mais très certainement vrai avec ce que j'essaye de faire, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et je parle de niveau physique, je ne parle même pas des niveaux de lecture théorique, intellectuelle et autres. Vous avez évidemment ces bandes rayées qui sont utilisées parce que depuis le début, je pense que justement, ça ne dit quasiment rien, que c'est un élément, on peut dire, le plus neutre possible.
Mais c'est collé quelque part. Et de fil en aiguille, ce quelque part est absolument, et là, dans les faits, puisque c'est collé, indissociable. Donc, si vous regardez, comme ça a été souvent le cas au tout début, ces bandes rayées, vous arrivez à la conclusion que c'est pas grand-chose, et effectivement, je suis le premier à dire que c'est quasiment rien. Si vous commencez à lire un peu mieux, vous vous demandez pourquoi c'est collé là, sur quoi c'est collé, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça montre. Et puis on va un peu plus loin, c'est encadré par des panneaux, là les panneaux publicitaires. Et puis ces panneaux, ils sont souvent sur des murs, et puis de fil en aiguille, sans aller très très loin, on est déjà dans l'architecture et on est passé des 2 dimensions à 3 dimensions. Par exemple, quand je me suis rendu compte qu'on travaillait mieux le jour, j'ai pris possession comme ça d'énormes panneaux publicitaires. Évidemment, j'aurais pu me faire prendre, ça n'est pas arrivé en tout cas à Paris. Et j'ai donc, voilà, pendant à peu près 1 heure, il fallait 1 heure et quart, recouvert des publicités entières. Alors, vous avez, quand je disais plusieurs lectures, parmi ces lectures, vous avez celles qui peuvent poser la question, est-ce que c'est contre la publicité? Est-ce que ça a à faire avec la publicité? Et puis on peut aussi retomber sur des choses alors un peu plus, je dirais, esthétiques. Qu'est-ce que c'est que de recouvrir entièrement une surface donnée? On fait ça en peinture, en tout cas on l'a appris beaucoup en peinture, de remplir ces surfaces. Et vous pouvez jouer comme ça d'une question à une autre. Et évidemment, en ce qui me concerne, une des choses qui m'intéressait aussi, c'était évidemment d'effacer ces images publicitaires et de les remplacer par quelque chose qui, d'une certaine façon, est une sorte de calme au milieu de cette propagande assez exubérante qui n'a pas cessé, bien sûr, depuis. Je passe, toujours utilisant le papier, à ma toute première exposition personnelle dans une galerie à Milan, qui était une galerie très fameuse à l'époque, mais qui a été surtout très fameuse dans les années 50. Et cette personne qu'on voit là à droite, qui s'appelait Guido Lenocci, m'avait invité pour faire une exposition personnelle. Et mon exposition a consisté à coller ces papiers sur la porte d'entrée et donc à fermer la galerie. Et donc là, il y avait quelque chose à voir, mais le geste qui pour moi à l'époque et encore aujourd'hui n'était pas la chose la plus intéressante, a semblé beaucoup plus marquant que le fait de voir, disons, quelque chose à regarder d'une certaine forme. La galerie était donc fermée pendant toute l'exposition, qui a duré 1 mois et demi, si on peut dire. Et la chose amusante, c'est que cette personne était tellement enthousiasmée, il n'était plus très très jeune quand il a fait cette exposition, et il a été tellement intéressé par ce geste qu'après l'exposition, il a fermé sa galerie. D'autres expériences dans les rues de Paris. À l'époque, il y avait beaucoup d'hommes sandwich, ça n'existe plus. Et ces gens présentaient des publicités, soit des espèces de réclames pour des spectacles, pour le cinéma, et se déambulaient comme ça sur les grands boulevards, à peu près partout dans Paris, enfin dans les lieux fréquentés. Donc j'ai fait un travail qui a duré plusieurs fois avec ces personnages qui avaient recto verso ces bandes sur leurs épaules. Et la seule consigne que je leur avais demandé de faire, si on leur demandait ou posait des questions, c'était simplement de dire qu'ils présentaient des bandes blanches et colorées. Alors on fait un petit saut dans le temps et on se retrouve à New York
dans la galerie John Weber, qui était une des premières galeries à s'être installée dans le bas de la ville. Les galeries avaient ici été d'un seul coup complètement transformées. New York avec des galeries assez petites qui étaient dans le haut de la ville et qui étaient des appartements en étage. Et d'un seul coup, se sont trouvés dans le bas de la ville, dans d'anciens dépôts, donc avec des volumes très grands. Et maintenant, c'est un peu la caractéristique des galeries new-yorkaises qui s'est du coup de nouveau transformée en ayant influencé des galeries à peu près partout en Europe. Et donc cette galerie, qui était très vaste, vous voyez ici des espèces de toiles suspendues. Alors voilà, ici il y a donc ces toiles suspendues. Je vous fais juste le descriptif technique, après ça je ne m'étendrai pas sur les significations possibles. La taille de ces tissus qui sont toujours, lorsque j'utilise le tissu, toujours peints quelque part, généralement sur les bandes extrêmes blanches. Donc ce n'est pas un morceau de tissu qui pourrait faire penser à des ready-made, c'est des toiles si vous voulez. Elles ont la taille des fenêtres, qui sont celles de cette architecture, et une fenêtre est complètement enlevée de l'architecture. Ensuite, on a tendu un câble depuis l'immeuble opposé, et sur ce câble, on a disposé, avec l'espacement des fenêtres réelles de l'architecture, une série de morceaux de cette taille à l'intérieur de traversant la rue. Ça nous donnait un certain nombre, je crois me souvenir que c'était 8, et on a retransmis à l'intérieur de la galerie le même nombre exactement, dans le même espacement, ce qui donnait tout de suite à voir que la rue, qui paraissait quand même une grande rue, était moins large que la taille même de la galerie. Au milieu, juste là où la fenêtre a disparu, une toile qui est donc médiane, comme le pivot de cette histoire, et ensuite les pièces qui vivent, entre guillemets, leur vie, celles qui sont à l'extérieur, qui sont visibles toute la journée, toute la nuit, qui sont au soleil, qui sont à la pluie, qui sont au vent, qui bougent et tout ce qu'on veut, et à l'intérieur, qui ont une position, je dirais, beaucoup plus toile dans une galerie ou œuvre d'art exposée. Et il y a très souvent dans mon travail, depuis le tout début, ces allers-retours entre l'intérieur, l'extérieur, entre les lieux fermés, les lieux ouverts, ou comment ces lieux s'ouvrent sur l'extérieur lorsqu'il s'agit de musées ou de galeries. Et on retrouve ça dans beaucoup de travaux. Et là, donc on est dans West Broadway. Les tours du World Trade Center sont juste en train de se terminer. Elles ne sont pas encore utilisées et au moment où cette exposition a lieu, on y mettait les antennes. Et évidemment, comme vous le savez, ce qui est quand même tout à fait étonnant, puisque aussi ce travail joue beaucoup sur l'environnement. Je l'ai d'ailleurs refait à l'identique 5 ans plus tard, tellement l'environnement avait changé. Et pour montrer que l'œuvre, elle, était à la même place, mais qu'on ne pouvait plus la lire de la même façon. Mais ce que je ne pouvais pas deviner, c'est que le décor serait tellement perturbé que ces 2 tours, finalement, ont disparu. Ce qui fait que, entre l'éphémère d'un travail qui dure 1 mois et l'éphémère d'une ville, et la réalité d'une ville qui, a priori, semble très stable, on a ici une image très, très paradoxale où et l'œuvre et ce qui faisait la force de ce décor, entre guillemets, ont disparu. Donc ici, il y a un travail fait à Londres en 87. On fait donc un saut encore d'une dizaine d'années. Ça s'appelle la Serpentine. C'est une galerie-institution, mais pas une galerie privée, plutôt une institution qui existe toujours, qui est d'ailleurs assez réputée, même très réputée. Et là, il y a quelques croquis de projets pour travailler dans ce lieu.
Donc, je n'ai pas besoin de les décrire. Vous voyez des possibilités. Et ça veut aussi dire que dans chaque œuvre qui peut être faite, c'est assez rare que ce soit la seule idée qui était possible. Et ce n'est pas pour dire que celle que je choisis est la mieux, mais il y a toujours beaucoup de possibilités et qu'une des grandes difficultés, c'est de choisir parmi ces possibles. Voilà en fait maintenant le dessin qui a prévalu au choix que j'ai fait, qui est donc une utilisation de toute la longueur et largeur de l'espace dans lequel il y a l'exposition. Et comme cet espace se trouve dans un parc, ça s'enfuit dans ce parc jusqu'à la limite du parc. Donc d'une certaine façon, ça dessine la superficie et le périmètre de ce lieu dans lequel se trouve la galerie. Donc très simplement fait avec des châssis recouverts de contreplaqué, le tout peint et recouvert de bandes blanches, donc peint rouge recouvert de bandes blanches, parsemé de fenêtres et de portes, enfin surtout de trous, qui selon l'endroit où ils se trouvent, parce que cette ligne et cette grande construction est complètement horizontale, comme le sol est lui, en revanche, en pente, on se trouve à la fois devant parfois une porte, très facile à enjamber, ou quasiment sur une fenêtre qui se trouve à 1 mètre, 1,10 mètre du sol. Là, on sort de l'autre côté de cette galerie. Ici, on a les deux qui se croisent dans la galerie, à l'intérieur des espaces d'exposition. Le dos est laissé, comme vous le voyez, brut, donc il y a, on pourrait dire, un endroit et un envers. Ceci dit, je ne définis pas où est l'endroit et l'envers, mais il y a le pile et face. Il n'est pas d'ailleurs... on peut vraiment choisir, et ça aussi c'est une autre chose qu'on va voir dans d'autres travaux. Celui qui regarde a le droit de choisir, même s'il a le droit d'abord de penser que les deux sont intéressants, mais il a le droit de choisir, de dire que le côté où il y a les bandes est moins intéressant que le dos et vice-versa. Ici, c'est un travail qui joue dans un lieu tout à fait étonnant, puisque c'est à Ostia, en Italie, et que c'est une des plus vieilles, non pas une des plus vieilles, c'est une très très vieille synagogue, mais elle n'est plus utilisée, c'est une ruine. Et il y a eu là quelques expériences, quelques expositions, pas du tout... régulière, mais il y en a eu 3 ou 4 au moins. Et donc j'ai participé à l'une de ces expositions. Voilà par exemple ce qui reste de cette synagogue. Alors on voit assez bien la périphérie, et là où il y avait les salles, etc., il reste évidemment pas grand-chose. Ça date, je crois, du 1er siècle après Jésus-Christ ou 2e siècle après Jésus-Christ. Je montre ça parce que en regardant un peu ce que je pouvais essayer de faire là, j'ai vu ces morceaux de sol qui restaient. Et j'ai donc utilisé deux sols différents. Un comme, entre guillemets, inspiration, celui que vous avez sous les yeux. Et l'autre, plus étonnant, quand je me suis rendu compte que le dessin, enfin ce qui reste du dessin, qui était donc une grande mosaïque, les 2 bandes qu'on voit blanches et noires, là, font exactement 8,7, la taille de mes bandes.
Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais travailler avec ça. Et donc voilà ce que j'ai ajouté à ce dessin en prolongeant les mosaïques très anciennes, les fragments qui restaient, pour recouvrir ce sol, donc d'allure très très neuve au milieu de ces ruines. Là, on voit très très bien le fragment qui reste. Et alors on fait un grand saut encore. On arrive à des travaux qui sont plus récents. Ici, quelque chose qui joue avec l'eau. Alors nous sommes dans une maison particulière. C'est une exposition ouverte au public pendant le moment où cette exposition a eu lieu. Et ce jardin, qui est assez remarquable d'ailleurs, dans le lieu que vous voyez là, sur le sol, descend une espèce de petite rigole qui descend sur un plan plus bas et qui tombe dans un réservoir et qui fait partie donc de ce jardin très magnifiquement taillé par endroits, planté et avec de l'eau, beaucoup d'eau. Donc l'idée que j'ai eue, c'était de surélever complètement cette rigole et de faire en fait une autre rigole au-dessus. Donc on a pris l'eau avec une pompe en partie haute dans ce réservoir qui était avant la rigole. Et ensuite, j'ai construit cette espèce de nouvelle rigole en cascade au milieu de cette partie du jardin. Donc les matériaux, là, c'est très simple, très brut, c'est des bambous et c'est des plexiglas qui sont collés de telle façon que l'eau puisse courir dedans. Ensuite, les bandes sont seulement sur les plexiglas transparents. Et donc, il faut imaginer que, par exemple, un travail comme ça est aussi important parce qu'on peut voir que par le son qui se dégage de ces chutes d'eau qui se succèdent. Quelques années avant, j'avais fait un travail où je jouais comme ça avec l'eau, mais dans un lieu tout à fait étonnant, qui est un lieu pour des expositions que certains connaissent peut-être à Albi, qui sont les anciens moulins d'Albi, et qui sont sur le Tarn, et qui sont en plus en déclivité, qui partent de la rue et qui descendent à peu près pendant 2 étages jusqu'à se trouver presque au bord du Tarn. Et j'avais fait un travail qui prenait l'eau du Tarn, qui arrivait dans un point haut et qui circulait dans la galerie par des choses comme de ce genre-là, suspendues, et qui allait se jeter ensuite dans une source qui se trouvait à l'intérieur de ces anciens moulins. Ici, on voit assez bien la rigole dont je parlais tout à l'heure, qui m'a donné l'idée de la mettre un peu plus haut et de faire une descente d'eau parallèle. Et donc, de transformer le paysage avec une autre construction.
Alors là, on est encore plus proche, à peu près d'une exposition faite il y a 9 mois, qui a duré jusqu'à il y a peu de temps, à Guadalajara, au Mexique. Le titre général, c'est d'un patio à l'autre. Et je n'ai pas de photo d'ensemble et je n'ai pas de plan, mais simplement pour vous donner une toute petite idée, il s'agit d'un ancien hospice de la toute fin du XVIIIe siècle, le premier de ce genre d'ailleurs dans toute l'Amérique centrale et du Sud, et qui est un monument qui est aujourd'hui classé à l'UNESCO, qui est un lieu superbe absolument, très très grand, et qui est constitué de 23 ou 25 patios, tous différents les uns des autres, autour desquels sont construits les salles, les anciens réfectoires, et qui est ponctué par 2 chapelles, une qui est assez grande et qui est très connue parce qu'elle est entièrement décorée par le peintre Clemente Orozco, l'autre qui est vide et qui sert et qui est un ancien réfectoire, chapelle, etc. Et les pierres utilisées, c'est des pierres de lave. Donc il y a une espèce de mélange qu'on va voir sur les photos d'ailleurs, de grande pauvreté ou simplicité des matériaux et d'une richesse quant à la disposition de ces patios qui est vraiment remarquable. Et c'est une sorte, c'est vraiment comme un labyrinthe. Donc j'ai fait des travaux dans chacun de ces patios, à l'exception de 3 qui étaient réservés à l'école d'art et l'école de musique qui se trouvent là, donc on ne peut pas y circuler. Et comme on va le voir, chaque patio donne des possibilités tout à fait spéciales. Alors ici, par exemple, ce qui s'appelle le patio le plus grand, ce que j'ai appelé une grande frise horizontale. Alors vous avez ici l'un des patios. Alors là, vous avez la petite chapelle, et ici, vous avez le plus grand patio. Et le travail effectué là est très simple, c'est de souligner les chapiteaux que vous voyez ici. En face de cette chapelle qui était par là, vous avez la grande chapelle qui est décorée par José Clemente Orozco, qui est un des fameux muralistes de l'époque révolutionnaire mexicaine. Donc ici, alors vous voyez des choses qu'on va voir partout dans cette architecture, les piliers, les arches, leur distance, si on regarde de très près, ils ne sont pas tous tout à fait égaux, mais enfin qui donnent cette idée de répétition. Et ensuite les couloirs qui circulent et permettent de circuler à l'abri de la pluie quand elle est là et d'aller d'un bâtiment à l'autre. Alors ici, le titre, ça s'appelle donc « Dans la cabane éclatée noire, surgissent des fontaines à l'infini ». Donc là, en reprenant une série, enfin une variation par rapport à des travaux que j'ai commencés en 1975, que j'appelle des cabanes éclatées, et qui sont en fait des objets, si on veut, qui à la fois intègrent le lieu et changent le lieu, et peuvent éventuellement même être transportés à condition de respecter un minimum de règles. Enfin, les choses que je vous montre là sont intransportables et dont tout était fait sur place et sont aujourd'hui détruits parce que l'exposition est terminée. Donc ici, au milieu de ce patio,
J'ai construit une grande cabane qui doit faire à peu près 4 mètres de haut par 4 mètres de large. Non, je crois même que c'est 4 mètres de haut par 6 mètres de large. Entièrement recouverte de matériaux noirs, plus ou moins, plutôt plus que moins brillants. Il y a 4 portes, et ça c'est le principe des cabanes éclatées, qui sont en fait des découpes dans l'espace, dans les parois, et ces parois sont ensuite explosées. Parfois au mur, lorsque c'est au mur le plus proche, lorsqu'on est dans un lieu fermé, et lorsqu'on est à l'extérieur, sur une distance qui est généralement égale à la hauteur de la porte. Enfin ça peut varier. Donc ici, nous sommes dans le milieu de ce patio, qui est un des patios dans lesquels il y a une fontaine. Car il y en a quelques-uns avec des fontaines. Les fontaines sont toutes différentes les unes des autres. Et vous avez donc des patios avec des arbres, des patios avec des fleurs, des patios avec de la pierre et uniquement de la pierre, des patios avec des fontaines, ce qui donne une espèce de subtilité à un bâtiment qui par ailleurs est quasiment militaire. Voilà donc cette grande cabane dans laquelle donc on peut rentrer, et l'intérieur de la cabane est entièrement recouverte de miroirs, et donc la fontaine qui se trouve au milieu se trouve réfléchie à l'infini. Et là aussi, ça c'est une chose évidemment qu'il faut deviner, mais le son qui est complètement perturbé par le fait qu'on est entre 4 murs de verre vient aussi se réfléchir de façon tout à fait étonnante. C'est donc pas seulement l'image, le son aussi est transformé par cet environnement. Dans un autre patio, voilà ce qui a été fait. On a appelé ça le grand dessin, qui est donc la projection de ces arches simplement détourées. Alors, il y a d'autres travaux qui vont apparaître. Comme on le voit, ces patios sont presque toujours carrés, mais pas systématiquement. En tout cas, ils sont parfois ouverts sur les 4 murs, avec des arches partout, parfois sur 2 murs, parfois comme ici sur 3 murs, avec un mur aveugle. Donc il y a déjà des jeux tout à fait étonnants sur la symétrie et la dissymétrie. Et sur certaines pièces, j'ai un petit peu bousculé tout ça en ajoutant des miroirs. Bon, ici, il y a seulement ce dessin qui reprend ce qui manque sur ce mur dans le même prolongement que l'architecture, bien sûr. Ici, on est dans 2 patios plus petits, traversés par un grand mur, l'un vert, l'autre bleu, qui viennent de découper en diagonale. L'autre côté du mur, qui là, je crois, n'est pas en photo, est un grand miroir qui vient donc démultiplier ce qu'il a en face. Et sur les piétements, qui sont aussi toujours pareils dans chacun des patios, qui sont ce qu'on pourrait appeler enfin, maintenant qu'il y a les bandes là-dessus, on pourrait dire des lambris. Enfin, ça, c'est le pied de construction, un peu en relief, qu'on retrouve absolument partout. Et donc, comme on l'a déjà vu sur les chapiteaux, là maintenant, sur ces endroits-là, j'ai joué avec tous ces éléments pour les mettre plus ou moins en valeur d'un patio à l'autre. Alors là, on est dans un autre patio avec une fontaine très différente.
Là, on voit apparaître dans l'un des axes le toit, le dôme de la chapelle, la grande chapelle où il y a les fresques. Là, j'ai repris le dessin des arcades à l'envers. J'ai bouché le haut des arcades avec un demi-cercle en bois. Et ensuite, il a une certaine couleur, ici orange, qui est dupliquée directement sur le mur. Et au-dessus de la fontaine, on a on va le voir mieux autre part, ici, voilà. Au-dessus de cette fontaine, j'ai construit exactement à la même taille que les arches de l'architecture, ces deux arches qui viennent se croiser en diagonale par rapport à cet espace. Alors là, dans la série même des cabanes éclatées, 2 patios sont utilisés, 2 patios symétriques par rapport à une allée. Dans l'un, une cabane dont l'intérieur est entièrement rouge, l'extérieur entièrement en vert, et l'autre entièrement jaune à l'intérieur et en vert à l'extérieur. L'intérêt en ce qui concerne ces pièces, hein, ce n'est pas utilisé comme ça pour cette raison à chaque fois, mais l'intérêt du miroir dans une telle construction, c'est le fait, d'abord, elles sont très grandes, hein, c'est quand même plus de 4 mètres de haut, et le fait de mettre du miroir fait que cette forme à l'extérieur, non seulement a tendance à disparaître et à réduire visuellement l'impact que ça aurait si c'était en bois ou en pierre, et deuxièmement, évidemment, reflète l'architecture qui, dans le cas d'une telle architecture qui n'arrête pas de se répéter et de se complexifier d'un patio à l'autre, vient ajouter dans la réflexion cette chose qui est déjà donnée dans l'architecture. Et la deuxième chose qui apparaît, on voit assez bien sur cette photo, c'est que par les trous, les éclats de couleur apparaissent comme de la couleur suspendue au milieu de l'espace. Et à l'intérieur, bien sûr, on est complètement dans cet environnement, là, du coup, qui est très coloré. Mais de l'extérieur, il n'y a que la couleur qui donne l'impression d'être là, suspendue, et qui est, je dirais, extrêmement forte, puisqu'on ne voit même pas comment elle tient. Ce qui est évident avec tout ce que je viens de montrer déjà, c'est que, et c'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de photos, c'est parce qu'il n'y a pas, comme on peut l'imaginer, il n'y a jamais un point de vue qui serait le point de vue unique. En d'autres termes, sur la peinture, par exemple, il n'y a qu'un point de vue. Même s'il n'est pas décrit, il n'y en a qu'un. Sur la sculpture, on tourne autour, alors il y a quelques points de vue, mais ça reste autour de l'objet. Dans la plupart des travaux que je fais, les points de vue sont très très différents les uns des autres et aussi nombreux que possible. Et il n'y en a aucun, en tout cas venant de moi, que je trouve mieux qu'un autre, et il n'y en a aucun qui est privilégié. Et quand c'est comme ça, c'est rarissime, et pour d'autres raisons, je pense à 1 ou 2 pièces, mais que je n'ai pas là. Ce qui veut dire que celui qui regarde, ou celle qui regarde, peut passer sans rien voir, bien sûr, mais si ça intéresse, il faut bouger. Le corps est donc très important.
Ce qui n'empêche pas à n'importe qui de dire bah, ça c'est l'angle que je préfère. Et c'est pas moi qui viendrai dire que vous avez choisi le plus mauvais. Mais les dispositifs sont faits de telle façon que la plus grande, non seulement ouverture, mais liberté est laissée à celui qui regarde. Dans un autre des patios, une autre fontaine, je l'ai dit je crois, mais toutes les fontaines, il y en a 6 je crois, elles sont toutes dans leur architecture différentes les unes des autres. Alors ici, ce que j'ai fait, c'était de monter, alors voilà la fontaine bien sûr, et nous avons monté un énorme mur, vous voyez, qui monte jusque là, comme ça, entièrement recouvert de miroirs sur l'une des faces et recouvert de matériaux luisants noirs de l'autre côté. Donc voilà le verso. Toujours verso. Et avec les jeux de miroirs, vous avez aussi à chaque fois la possibilité donc d'avoir sous les yeux les choses qui se passent derrière vous. Donc ici, par exemple, le reflet de la coupole de la chapelle se trouve en fait dans le dos de celui qui regarde. Le miroir ici aussi a cet intérêt vraiment spécial compte tenu de cette architecture, bien sûr, c'est que vous voyez que ce miroir-là est en plein milieu et coupe la fontaine en deux et reflète évidemment ce qui est dans le dos. Or, ce qui est dans le dos vient reconstruire ce qui est caché. Car l'architecture que vous voyez là est exactement celle qui se passe derrière. D'ailleurs, on voit l'amorce des arches qui se suivent presque parfaitement et qui sont en fait celles qui sont opposées. Étant donné que là, on est dans un patio avec 4 murs ouverts et dans un patio carré où il y a donc 3 arches, 3 arcades sur chacun des murs. Alors, c'est encore un autre patio où ici, j'ai simplement travaillé sur les courbes des arches. Donc, d'accentuer ces volutes qui se répercutent ensuite dans un grand miroir qui recouvre un mur aveugle et qui décuple la taille du patio. Et comme toujours avec les miroirs, qui attrapent au passage des choses tout à fait imprévues et qui viennent transformer du coup l'architecture ambiante. Un travail similaire dans un autre patio, mais où au lieu de jouer sur le blanc et noir, c'est jouer sur la couleur. Et les arches colorées viennent là aussi se démultiplier dans le mur aveugle qui double tout l'espace. Ces deux patios étant en vis-à-vis d'ailleurs.
au milieu d'un patio, une pyramide. Ce qu'on a vu déjà, d'ailleurs, il y a toujours des choses, j'oublie des détails. Vous voyez, dans cette cour ici, vous avez ici au milieu une espèce de carré qui est en fait un avaloir pour l'eau. Et curieusement aussi, on est quand même au Mexique, au milieu il y a une espèce de flèche verte, ça veut dire qu'en cas de tremblement de terre, c'est là où les gens doivent courir. Et donc, ce carré ici m'a servi pour avoir la taille de ma pyramide. Là. La hauteur correspond, je ne rentre pas dans tous ces détails, mais il y a tout le temps des rapports sur les tailles. Ici, c'est le faîte de l'arche, qui est la hauteur de la pyramide. Et sa base, elle est dans le carré qui est donné. Donc, en fin de compte, les formes qui arrivent sont toujours en rapport avec des choses qui sont des, disons, j'allais dire des contraintes. Alors, évidemment, je les choisis, mais c'est les contraintes qui font la forme. Pour résumer, et c'est ce qui arrive souvent dans les pièces publiques où il y a évidemment des contraintes énormes qui arrivent et qui toujours soit sont compatibles, soit rendent les projets très difficiles, parfois impossibles. Ici, c'est un autre patio sur lequel j'ai travaillé avec des chiffons, des tissus colorés. Donc les piliers sont recouverts de miroirs et les tissus font une sorte de porte avec des courants d'air qui sont toujours en train de flotter au vent. Un autre patio où là, ce sont les vides qui sont projetés avec avec de la peinture sur les murs qui sont donc parallèles. Alors vous avez, l'idée c'est un peu comme les cabanes éclatées, sauf que là c'est l'architecture elle-même. Vous avez imaginé ici un grand mur plein qui aurait été entièrement peint en bleu. Ce mur, on l'a troué, et ce qui est troué est projeté sur le mur adjacent, le mur opposé. Et donc là, j'ai joué sur deux couleurs, et on a les formes vides qui apparaissent en plein sur les murs. On tourne toujours, parce que vous avez vu sur les premières photos, on était un peu en hauteur, on tourne toujours autour de la coupole, qui est non pas le centre, mais qui est dans le premier tiers de cet énorme bâtiment, et qui est évidemment l'élément le plus haut. Donc on le voit souvent apparaître dans les images, soit en vision directe, soit en réflexion, comme tout à l'heure. Alors la chapelle, la petite chapelle qui était, enfin qui est déjà encore assez grande, mais qui est beaucoup plus petite que celle dont on vient de voir la coupole, qu'on m'avait aussi permis de toucher, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était un monument historique et en plus classé comme monument faisant partie du patrimoine mondial, ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de toucher au mur, de mettre des clous. Ce qui veut dire que le fait de construire quelque chose là-dedans est très, très, très compliqué.
il faut vraiment trouver des astuces, etc., pour faire des choses en force, pour les mettre comment dire, en équilibre, tout ceci devant résister quand même au public, et aussi parce que pendant l'exposition, il y en a eu 3 au tremblement de terre. On a eu d'ailleurs quelques miroirs qui ont dû être changés, qui ont été cassés pendant le premier tremblement de terre. Et donc cette chapelle, je l'ai utilisée, elle est en vis-à-vis de la grande chapelle dont les fresques sont de Orozco. Et donc c'est un peu une espèce de dialogue et quelque chose qui m'a intéressé de faire. J'ai malheureusement pas de photo de la chapelle de Orozco, mais vous pouvez la trouver dans n'importe quel livre sur le Mexique. Et donc c'est vraiment 2 choses très très différentes qui se trouvent l'une en face de l'autre. Ici, l'idée, c'est d'avoir coupé cette chapelle en 2 parties, mais 2 parties égales. L'une est entièrement colorée, comme on peut voir ici la partie droite, et l'autre est laissée telle qu'elle était, c'est-à-dire blanche. Les fenêtres qui se trouvent de ce côté-là sont soulignées avec ces murs verticaux qui sont rayés blanc et noir, et les autres fenêtres, en revanche, sont utilisées pour projeter de la couleur, dans la mesure où j'ai recouvert les carreaux avec des filtres colorés. Donc d'un côté, projection de la couleur avec le soleil et avec des filtres, et de l'autre côté, coloration de tous les murs avec la peinture. Donc voilà la vue d'ensemble. Je ne savais pas qu'il y avait cette photo, je savais plus que j'avais mis cette photo. Là, ce que je viens de décrire est beaucoup plus explicite. Ici, donc, projection lumineuse, colorée, et ici, couleur directe sur les murs. Et donc, à chaque fois que l'architecture fait un autre dessin, j'ai changé de couleur. On remarquera dans cette architecture qu'elle est, je pense, absolument magnifique, mais d'une simplicité aussi absolue. Et toujours les mêmes matériaux, à l'intérieur, à l'extérieur, tout le long. Et des éléments qui se répètent toujours, les pieds par exemple, des piliers comme des voûtes. Voilà, quand le soleil descend un petit peu, c'est toute la partie où il y a les fenêtres et les filtres qui commencent à jouer sur le sol, et ça s'étend jusqu'à la partie opposée. Non seulement je pense qu'on ne peut pas voir mon travail sans se déplacer soi-même, mais en plus le temps est toujours un petit peu présent. Là, évidemment, avec le jeu du soleil, on a une différence du matin au soir qui est assez spectaculaire et qui transforme complètement l'œuvre. Si vous le voyez à 1 heure et puis quelqu'un d'autre l'aura vu 5 heures plus tard, vous n'aurez pas vu exactement le même travail. Alors ça s'appelle de la coupole à la rotonde. Donc c'est aussi une autre pièce faite dans un patio, qui est le patio de l'entrée, et qui part de l'idée de cette incroyable coupole qui domine donc la grande chapelle. Donc j'ai
décidé, quand j'ai vu que ça pouvait marcher au point de vue des mesures en tout cas, de faire descendre cette coupole sur le sol et de la transformer donc en une sorte de rotonde. Donc exactement d'une façon plus synthétique bien sûr, mais absolument exacte au niveau des tailles, cette coupole a servi de modèle pour, alors la voilà ici de façon plus directe. Voilà donc la taille de la coupole. Donc du pied de la coupole ici, prenons les fenêtres, jusqu'à son chapeau ici, j'ai fait en sorte que l'on reconstruise tout ça sur le sol. Alors vous allez voir comment. Voilà donc ici la descente de la coupole qui s'inscrit. C'est pas tout à fait miraculeux d'ailleurs, parce que c'est tellement formidable comme construction et tellement bien dessiné que je pense que même l'architecte, au point de vue des proportions, c'est pas par hasard que cet ensemble ici s'inscrive parfaitement dans le premier patio, qui est un patio carré et qui est juste à l'entrée de l'ensemble de ce bâtiment. Ceci dit, j'ai préféré mesurer avant de me lancer là-dedans. Et donc on a cette construction en bas où la chose qui est la plus similaire, parce que ça c'est synthétisé, c'est pas rond mais c'est carré, ça ce n'est pas rond mais des éléments droits qui se suivent les uns les autres, mais en revanche les parties transparentes sont exactement la réplique des fenêtres qui se trouvent sur la coupole. Et cette partie transparente est recouverte avec un jeu de couleurs, un vert sur deux, ce qui permet de voir et les couleurs exactes qui se passent dans les verres non teintés et le changement procuré par les verres avec les filtres. J'ai fait beaucoup de travaux sur la transparence et au fil des ans qui sont assez différents les uns des autres, mais ça fait très longtemps que j'ai utilisé les parois verrées. Alors là, elles sont construites, là, elles sont dessinées et construites et tout, mais au tout début, c'était les fenêtres des lieux, des maisons, des galeries, des musées, et ça me semble toujours assez intéressant pour des raisons multiples, à commencer par celle du côté éphémère des choses données, des projections, donc des lumières de ce qui se passe, données par le soleil. Dans un pays comme, surtout à la période où on a fait l'exposition, on a le soleil à peu près tout le temps. Mais dans un pays où le soleil est moins visible, comme par exemple à Paris, lorsque j'ai fait Monumenta, et j'ai joué beaucoup sur la lumière naturelle qui est splendide dans ce lieu du Grand Palais, il fallait rester une bonne heure pour voir justement toutes les différences. Mais il ne fallait pas rester et revenir le lendemain. Mais dans la même journée, il y avait le soleil, il y avait les nuages, il y avait un peu de gris, et puis on avait de nouveau le soleil, etc. Et tout l'intérêt en fait du travail était donné dans la journée par ce jeu de la lumière sur le lieu et sur ce que j'avais ajouté comme dispositif. Ici, c'est la même chose, sauf que là, le soleil, il est quasiment tout le temps là, jusqu'à la période des pluies.
Et je terminerai avec un travail qui vient juste de se finir à Newcastle, en Angleterre, dont le titre c'est en français, Attrapez-le comme vous pouvez, si on veut. Qui joue aussi, il y a plusieurs choses. Là, je montre seulement une pièce qui, dans la salle principale de ce musée, dans le haut, est entièrement éclairée par 2 verrières qui sont en vis-à-vis l'une de l'autre. Donc ces verrières sont transformées par des carrés de couleurs qui ont été directement collés sur les verrières. Et dans la salle même sont installés des grands carrés de bois recouverts de miroirs. Et donc vous avez, les photos sont, je pense, très explicites, vous avez non seulement quand il n'y a pas le soleil, vous avez à chaque fois les miroirs qui attrapent des morceaux du plafond et donc de la couleur. Ça bouge évidemment de façon constante avec le déplacement des gens. Et quand il y a le soleil, alors vous avez cette espèce d'explosion de couleurs qui viennent sur les murs, sur le sol, qui viennent sur les miroirs, en plus de la réflexion directe sur le miroir. Donc toute cette salle, assez grande, du matin au soir, était dans une espèce de tourbillon de couleurs. Comme ces photos vous donnent un peu une impression. Et ça, c'est pour vous rappeler que c'est seulement des photos que vous avez vues et pas mon travail. Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour ce parcours qui montre bien votre relation spécifique au lieu, à l'espace, et comment l'œuvre naît du lieu, et comment finalement l'espace, le lieu, est transformé, activé par votre œuvre, par votre intervention. Voilà, nous avons aussi souhaité que cette soirée soit un moment de partage et d'échange. Donc nous avons la chance d'avoir Daniel Buren. Je pense que vous avez beaucoup de questions à lui poser. Alors on n'aura pas beaucoup de temps, mais on va essayer de profiter pour répondre le maximum à vos questions. Je voulais juste savoir comment vous choisissez l'agencement de vos couleurs. Vous mettez des carrés colorés. Qu'est-ce qui détermine vos choix de quelle couleur vous allez ajouter? Alors il y a deux étapes. La première, ça dépend un peu des matériaux. Par exemple, au Grand Palais, il y avait 4 couleurs parce que c'était les 4 couleurs qui étaient produites par la manufacture qui faisait ce matériau transparent très grand et qui était le seul qui existait. Donc là, mon choix, il était directement lié à ce qui existait dans le commerce. Lorsqu'il y a plus de choix, il y a plein de manières. Parfois, je laisse choisir à d'autres. Parfois, je les tire au sort.
Et donc c'est tout ça pour indiquer que ce que j'essaye en tout cas, c'est que ces couleurs puissent être comprises d'une autre façon que de penser que c'est mon goût et mon sens des couleurs. Quand il y a plus que 2 couleurs, elles sont toujours mises par ordre alphabétique du pays dans lequel c'est fait. Et pour les fois où j'ai pu, mais c'est très rare dans mon travail, reprendre quelque chose où la couleur était mise en jeu, le fait de changer de langue fait qu'il y a un changement énorme dans ce qu'on voit. Donc, surtout s'il y a plus que 3 couleurs. S'il y a 5 couleurs et qu'elles sont dans une langue plutôt que dans une autre, leur juxtaposition fait des différences. Et ces différences, à mon avis, sont toutes intéressantes. C'est pour ça que j'essaye de faire des choses où mon propre choix soit limité, même si effectivement il existe. Après, pour d'autres types de travaux, il y a des choix qui sont qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont, par exemple, si je fais un travail où il y aurait beaucoup de bandes rayées, parce que vous avez vu quand même dans pas mal de travaux récents, elles sont quand même très discrètes, mais si j'utilise des bandes alternées blanches et colorées, je vais faire en sorte aux États-Unis de ne pas prendre le blanc et le rouge, par exemple. Je n'ai pas envie qu'on pense que je fais le drapeau américain. Ça, c'est des choses qu'on apprend, parce que si on ne le sait pas, on peut se tromper. Au Japon, il faut faire attention de ne pas prendre le blanc et le violet, parce que pour les Japonais, c'est tout de suite le deuil. Et donc, ça prend un sens. C'est pas que j'ai quelque chose contre l'utilisation du violet, ni même que l'on puisse penser qu'on est en deuil, mais si je ne l'ai pas voulu, c'est quand même un peu embêtant. Donc, par rapport à certains jeux avec la couleur, c'est les moments où je prends une position qui, du coup, est plus personnelle. Mais aussi le fait que très souvent, j'ai utilisé des couleurs et puis tout à coup, il y a des gens viennent, ou il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est formidable, c'est exactement les couleurs de l'équipe de foot, par exemple. » Évidemment, j'étais pas au courant ou j'ai pas fait attention. Donc, c'est pas grave non plus. Mais comme c'est justement très, très, très délicat, j'essaye de toujours trouver des moyens de l'utiliser pour tâcher de l'exploiter au maximum sans que ce soit trop, parce que je sais aussi que je ne peux pas complètement disparaître, mais que ce soit trop une question de goût. Maintenant que quelqu'un préfère telle ou telle couleur plutôt qu'une autre, c'est pour ça que moi, j'utilise a priori n'importe quelle couleur, c'est-à-dire toute couleur, et que j'ai fait beaucoup d'expériences. Par exemple, quand j'utilisais le papier, je demandais souvent aux galeries qui m'exposaient d'imprimer le papier avant que j'arrive. Et quand ils me demandaient quelle couleur, je leur disais celle que vous voulez. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que souvent les gens sont très embarrassés. Et donc je me trouvais avec des couleurs, et parfois, c'est vrai, parce que évidemment j'ai forcément un goût comme tout le monde, je me trouvais avec des couleurs qui ne me plaisaient pas des masses. Mais je travaillais avec. Parce que c'était pas, le but, c'était pas vraiment que moi ça me fasse plaisir, ni à quiconque. C'est autre chose qui doit se passer. Donc voilà, c'est un vaste sujet, mais il faut essayer de vous répondre. Mais la couleur a aussi parfois un lien, ou souvent un lien avec la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle. Il y a ce jeu toujours entre la couleur et la lumière. Et dans le... elle est l'effet de la lumière, ça c'est sûr. Dans votre intervention au Mexique, on voit effectivement que vous jouez aussi sur cette idée que la lumière peut produire une couleur. Enfin, la lumière, elle rentre en jeu, mais c'est pas la lumière qui fait choisir la couleur. Mais il n'y a pas de rapport. Non, il y a un jeu, bien sûr, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport si je choisis, si on choisit pour moi ou que je choisisse
un rouge ou un vert, je veux dire, elle va se comporter d'une certaine manière. Tout ça, je ne le dénie pas. Mais je ne le prends pas pour qu'elle joue de telle ou telle façon. Par exemple, j'ai jamais été intéressé par les effets a priori scientifiques que la couleur peut faire sur les gens. J'y crois qu'à moitié d'ailleurs. Alors évidemment, on dit quoi? Plein de choses qui courent comme ça, qu'une chambre toute rouge, ça excite et qu'on ne dort pas bien. Les hôpitaux ont toutes leurs salles blanches ou vertes ou vert pâle. Donc je ne dis pas que c'est complètement faux, mais j'y crois que vraiment à moitié. Je pense que les couleurs, c'est beaucoup plus personnel que ça. Et comme c'est tellement personnel, je ne pense pas que les gens réagissent toujours de la même façon. Alors après, on peut prendre des masses, on dira oui, mais la majorité des gens réagissent comme ça avec telle couleur. Ou la majorité des gens préfèrent le bleu, par exemple. Il paraît qu'en Occident, le bleu, c'est la couleur, dans notre époque, qui est la plus, comment dire, choisie. Mais c'est tout, c'est une question d'époque, ça n'a pas une valeur, pour moi, très intéressante. Et on sait qu'en plus, c'était pas du tout ça il y a un siècle. Et ça fluctue d'une culture à l'autre. Donc c'est intéressant de savoir ça, mais en même temps, je n'y crois pas comme un moyen pour dire tiens, on va faire un truc très triste, je vais faire tout ça noir et blanc. Parce qu'en plus, ça peut être vraiment le contraire de triste. Mais si on se laisse aller à ça pour essayer d'accentuer ou d'aller dans un certain sens, disons que ça, c'est pas comme ça que j'utilise la couleur. Une autre question? Là où. En fait, j'aimerais savoir comment vous vous positionnez par rapport au fait que dans les premiers travaux que vous nous avez montrés, c'est quelque chose de plus de l'ordre presque du parasitisme artistique. Parasitisme artistique dans vos premières œuvres. Notamment le fait de recouvrir les panneaux publicitaires avec votre motif merveilleux. Et que petit à petit, on voit dans l'évolution qu'on est en train de glisser dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'habillage architectural. De l'habillage architectural. Qui tendrait vers de la décoration. Qui tendrait vers la décoration. L'idée de passer d'une radicalité à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de la décoration. C'est aussi c'est un grand sujet, ça. Dans un premier temps, je dirais que personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de différence. En plus, évidemment, je vous ai montré à peu près, même pas 1/1000e de ce que j'ai fait. Donc évidemment, j'ai fait un choix qui donne une certaine, évidemment, impression, mais qui pourrait être, votre question par exemple, pourrait être contredite avec des œuvres que je fais en même temps que celles que je viens de montrer, pour parler des récentes, et qui ne reprennent pas, mais qui jouent sur des choses qui justement donnent une information qui est beaucoup plus critique. Je pense que le travail est toujours critique, mais que parfois il est spécialement critique, et à d'autres moments, la critique, elle est beaucoup plus secondaire. Donc, selon le type de travail, vous n'avez pas la même intensité. Comme de dire que la couleur, par exemple, bon, ça c'est un peu plus délicat à montrer les différences, parce que j'ai toujours utilisé et toujours joué avec la couleur quasiment aussi loin qu'on puisse remonter dans les travaux que j'ai pu faire. Mais par exemple, lorsqu'on dit, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes de lecture, quand on veut interpréter, quand je dis qu'il y a plusieurs lectures, je ne dis pas ce qu'il faut interpréter, parce que justement c'est ouvert. Mais recouvrir de façon sauvage des affiches publicitaires, ça peut simplement effacer l'affiche et puis pendant quelques heures, il y a autre chose qui va être montré. Ça peut aussi être pris dans un sens de critique sur la publicité ou de destruction
de quelque chose dans le domaine public. Enfin bref, il y a plein de possibilités d'interpréter. Donc il y a plusieurs lectures. Mais on peut aussi dire, et pourquoi pas, qu'un grand panneau recouvert de bandes blanches et roses, c'est très beau, c'est un tableau, voilà. C'est esthétique. Et j'ai comme ça dans mon travail des exemples, mais vraiment à foison. Par exemple, lorsque j'ai fait une grande pièce au Guggenheim de New York en 70, janvier 71 même, et cette pièce a été censurée, donc personne ne l'a vue. Et elle a été censurée avec des violences assez fortes, disant c'est insupportable, c'est pas de l'art, c'est de la merde, c'est un bout de chiffon, enfin bref, j'ai entendu beaucoup de choses. Et la pièce, donc, n'a pas existé. Cette pièce, elle est connue parce que j'ai fait des photos et que ces photos ont été bien diffusées. Si je remettais cette pièce, et quand j'ai exposé il n'y a pas longtemps, il y a maintenant presque 10 ans, en exposition personnelle au Guggenheim, beaucoup de gens, y compris les gens qui m'ont invité, s'attendaient à ce que je montre cette pièce qui avait été censurée et qui n'a jamais été montrée au public. Cette pièce, d'ailleurs, qui existe en tant que matériau. Et j'ai pensé aussi une seconde, enfin j'ai très vite réfléchi que c'était une bêtise. Et l'une des raisons qui m'a fait absolument refuser à moi-même de présenter cette pièce, c'était pas le fait que je trouve qu'elle soit devenue mauvaise ou qu'elle n'était pas bonne, mais c'est que je savais pertinemment l'interprétation. C'est que 35-40 ans après, le seul discours qu'on aurait pu tenir, c'était de dire « mais pourquoi on a censuré ça? C'est très beau ». Et c'était presque une critique qui aurait été pire que celle qu'on m'a faite en censurant l'œuvre. Or, pour moi, c'est évident que cette pièce, dès le début, elle était très belle, en plus de poser certains problèmes qui ont été plus forts que je ne craignais, que je ne pensais, puisque je me suis fait foutre dehors. Mais je pense qu'elle avait à la fois un aspect critique, car c'était la première fois depuis que le Guggenheim existait que quelqu'un utilisait l'architecture et donc jouait avec ce building qu'on n'avait jamais touché avant. Depuis, beaucoup d'artistes ont fait des choses en utilisant le même lieu, d'ailleurs, de la même façon, pas le même travail, mais de la même façon. Et aujourd'hui, donc, avec d'autres qui ont fait des choses qui finalement ont incorporé à leur manière l'architecture, etc., remettre cette pièce par rapport à une exposition personnelle aurait été de détruire définitivement le fait que cette pièce avait posé des problèmes 38 ans avant. Donc, ceci pour dire simplement que, avec le temps, d'une part, les choses changent. Deuxièmement, j'accepte aussi le fait que mon travail change, et il change un peu dans tous les sens, donc je ne vais pas dire que c'est surtout pas de mieux en mieux et que ça n'a pas bougé. Mais en même temps, sur le plan, par exemple, du décoratif, évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse. Je pense que le décoratif, c'est l'apanage du grand art. Et il n'y a qu'au XXe siècle qu'on a pensé que le décoratif, c'était à bannir. Tous les grands peintres du XXe siècle, de Picasso à Pollock, sont des grands des artistes qui travaillent avec le décoratif. Matisse, évidemment, mais il n'y a pas que lui, Mondrian, etc., etc. Sauf que le mot « un » n'est plus jamais utilisé pour dire que c'est bien. Il est seulement utilisé pour dire que c'est horrible. Mais c'est parce qu'à mon avis, là aussi, on mélange des mots. Parce que quand on veut dire décoratif, je pense qu'on veut dire quelque chose d'autre. On veut dire anecdotique. On veut dire quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du décoratif, qui, à mon avis, traverse, même si on est avec des possibilités, des œuvres qui sont très opposées, soit à un esthétisme trop fort, soit à quelque chose qu'on puisse se tourner.
le décoratif au sens le plus large du terme, sans parler même du fait que jusqu'au XXe siècle, tous les artistes étaient à la fois des décorateurs au sens, alors vraiment de faire de la décoration, faire des fêtes, Velázquez, tous ces gens-là, ils étaient les décorateurs du roi ou autre, enfin on connaît tout ça. Mais je parle de l'œuvre d'art. Et l'œuvre d'art touche au décoratif. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, elle touche toujours au décoratif d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense même que si on veut regarder un peu plus loin, alors que mon travail touche au décoratif, c'est encore plus évident, parce que qui dit travailler sur le site se rapproche bigrement du décor. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est, d'une certaine façon, une façon péjorative de pouvoir parler de ce travail. Et si on veut jouer un peu sur le paradoxe, moi je pense qu'il n'y a rien de plus décoratif qu'un tableau habituel, un tableau, même un chef-d'œuvre. Allez, prenons un chef-d'œuvre, Mondrian ou n'importe quoi, n'importe qui de cette stature. Un tableau, par définition, est plus décoratif que n'importe quoi. Et quand vous regardez comment les tableaux sont utilisés, on les utilise vraiment comme des éléments de décor. Alors je ne veux pas pousser le bouchon trop loin, mais je me demande si on fait vraiment sur le mur un machin indélébile qui fait partie du mur, si on ne s'éloigne pas ou on n'a pas une possibilité plus grande de critiquer le décoratif dans son sens peinture d'ameublement, que lorsqu'on fait une peinture qu'on va aller accrocher sur un mur où on veut, par rapport à son fauteuil ou par rapport à la cheminée, ou, etc., etc. Donc voilà, on peut. Il y a beaucoup d'éléments. C'est pas très simple. Et il faudrait savoir toutes les fois qu'on dit c'est décoratif, de quel type de décoratif on parle, de quoi on parle exactement. Mais pour moi, tous les artistes un peu importants du XXe siècle, pour ne pas remonter plus loin, ont tous travaillé avec une idée du décor au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que fait une œuvre dans une habitation ou à l'extérieur. Et si vous prenez non seulement ce qu'ils ont fait, mais parfois ce qu'ils ont écrit, de Mondrian à Léger, en passant par Matisse et Pollock pour aller jusqu'à Barnett Newman, tous abordent d'une façon ou d'une autre le décoratif. Et se pose le problème, et ça me semble absolument évident, que c'est d'une certaine façon crucial. Et ce qui est étonnant, c'est, sans même le prendre comme une blague, c'est ce que j'ai dit sur le tableau qui peut se mettre où on veut. Et ça, on sait quand même que c'est 98% de la production jusqu'à aujourd'hui d'objets, tableaux, photos, etc., c'est par définition des objets qu'on met où on veut. Et qu'est-ce qui est aussi et autant, dans le sens péjoratif, décoratif qu'un objet qu'on met où on veut? Pascal? Oui, en fait, je tiens pour conclure cette très belle soirée, pour rappeler peut-être l'étymologie du mot décoratif. Puisque décoratif, ça vient de Deus cordis, c'est la beauté du cœur. Et on te remercie de la beauté de ton cœur. Merci à tout le monde. Merci bien. Merci. C'était très bien.